Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, je vous prie très humblement, Monsieur le Président, de la haute cour, de prendre une décision pédagogique, de reconnecter ceux qui sont à l'écart à la loi. Et en le faisant ainsi, vous allez honorer toute la République. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci pour votre honneur de la parole accordée. Maître, un instant. Votre toge n'est pas celle qui est décrite par la loi sur le barreau. Vous êtes dans une toge de magistrat. Voudriez-vous aller porter une toge d'avocat? La mienne n'est pas une toge telle que décrite par la loi sur le barreau. Je ne voudrais pas engager un débat avec la Cour. Je m'incline pour... Retirez-vous de la Cour doit faire appliquer toutes les lois de la République. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous également, les boutons, ce sont des toges de magistrats, pas la toge d'avocat. Alors, veuillez vous retirer de la barre. On n'engage pas de débat avec la Cour. Vous n'en aurez pas l'occasion. Alors, retirez-vous de la barre. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons été suffisamment intelligibles dans notre plaidoirie. Excusez, maître, vous comparaissez pour... Quittez bien, nous concluons. Ah, vous êtes sur quitter bien. Oui. Nous concluons. Monsieur le Président, les 4 moyens soutenus par notre client, le premier est relatif à l'incompétence de votre cour. Nous avons abordé d'autres moyens pour signifier... Silence dans la salle. Silence dans la salle. Nous avons abordé d'autres moyens tout en signifiant à la Cour, et si par impossible, et si par miracle judiciaire, vous estimez être compétente, mais nous vous signalons déjà que le procureur général sera dans l'impossibilité, il sera en difficulté d'évoluer une telle disposition. Maître Kaloumé ainsi que Maître Chilumbaï, veuillez donner un bon exemple à un si haut niveau de juridiction. Ce n'est pas dans la salle qu'on fait des colloques. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président. Donc, je disais que lorsque le procureur général prendra la parole, il va rester dans l'impossibilité de voler une seule disposition de la loi qui donne la compétence à la Cour des séances de juger un ancien Premier ministre, de juger un citoyen comme mon client, M. Guitebi, qui n'est couvert d'aucune immunité. Mais si vous estimez que vous êtes compétent, comme je l'ai dit, vous verrez qu'il y a violation de manière systématique de l'article 57 du Code de procédure pénale, en ce que l'exploit qui prétend vous saisir ne nous permet pas de nous défendre convenablement. Nous ne savons pas de quoi on nous reproche. Sommes-nous complices? Sommes-nous coauteurs des faits infractionnels poursuivis par les ministères publics? Maître, s'il vous plaît, avez-vous un nouvel argument? Oui. Parce que tous les moyens que vous soulevez... J'ai conclu. Vous parlez à une cour qui a autant d'expérience que vous. Merci. Et donc, quand vous nous parlez, sachez au moins que nous retenons ce que vous dites. Tout à fait, merci. Alors, maintenant, si vous revenez sur les mêmes arguments, à la fin, je crois que c'est contre-productif. Merci bien. Monsieur le Président, nous résumons, nous disons, si vous êtes compétente, vous allez constater que les autres moyens de recevabilité sont suffisamment imperméables et béton. Vous allez faire ce que la loi... Ça sera à la Cour d'en juger. Merci bien. Et la modestie d'exposer les moyens sans dire qu'ils sont béton. Ah, d'accord. Bon, nous les considérons ainsi. C'est à la Cour maintenant de nous dire les contraires. Vous verrez ce que la Cour en fera. Merci, Monsieur le Président. Alors, puisque se conclut pour cette prévenue-là, Monsieur Gobler, qu'est-ce que vous dites de ce moyen? Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Pour le compte de Monsieur Grobler, la première chose que nous avons à dire, c'est que l'enjeu de ce procès, considéré de son point de vue, a trait à la question des investissements. Nous le disons d'emblée parce que nous allons considérer qu'une page vient de se fermer, qui a
qui a été consacré essentiellement aux dispositions de droit interne. Mais en ce qui concerne M. Grobler, s'ouvre une autre page qui va abondamment surfer sur les considérations de droit international des investissements. Donc, c'est fondamentalement sur ce droit-là que nous allons asseoir nos moyens. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Haute Cour, les autorités de notre pays consentent d'énormes efforts pour faire venir des investisseurs dans notre pays. Mais la question que ce procès pose, c'est précisément de savoir qu'est-ce que nous faisons de ces investisseurs-là une fois qu'ils sont dans notre pays. C'est ça l'enjeu de ce procès considéré du point de vue de M. Grobler, qui est un investisseur sud-africain que notre pays a été chercher chez lui pour qu'il daigne venir investir ici. Ainsi, Monsieur le Président, après une brève présentation des éléments factuels qui vont nous permettre d'asseoir l'argumentation sur ces moyens de forme, après donc cette brève relation et une indication sommaire et concise du caractère du cadre juridique de référence, parce que c'est important que dès l'entame, on indique quels sont les instruments juridiques sur lesquels nous allons asseoir notre argumentation. Ensuite, il sera développé tour à tour, d'abord les moyens tirés de l'incompétence absolue de votre cour en considération du contrat qui est un contrat d'investissement. Nous allons démontrer que ce contrat-là répond à d'autres normes qui sont des normes de droit international des investissements et qui doivent avoir à s'appliquer dans le cas qui vous est soumis. Ensuite, nous épiloguerons, Monsieur le Président, sur la contrainte juridique de surséance à l'instruction, au cas où, bien entendu, votre cour irait un peu plus loin. Nous épiloguerons ensuite sur la rigueur du principe de l'autonomie de l'arbitrage international, qui est un principe de rigueur que M. Grobler entend plaider dans cette affaire. Enfin, si nous allons au-delà, nous développons des moyens sur l'irrecevabilité de l'action publique mue par devant votre cour pour non-respect des procédures préalables édictées et qui devraient être suivies en la matière. Irrecevabilité tirée notamment de la nature juridique de l'acte de base du présent différend, à savoir le contrat d'investissement. Nous le développerons, mais autant le dire déjà d'emblée, contrairement au soutènement du ministère public, nous démontrerons qu'il ne s'agit pas du tout de parler des marchés publics, il s'agira plutôt d'aborder une autre catégorie de droit international, à savoir le droit des investissements. Mais avant cela, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Monsieur Grobler, qui est un investisseur de nationalité sud-africaine, mais aujourd'hui mis en cause dans une affaire pendante devant la juridiction congolaise, qui n'est pas celle de son pays, Monsieur Grobler voudrait donc très respectueusement et formellement acter une première demande qui est une demande tirée de la prudence. Cette demande est en fait une garantie de procédure dont le fondement est la constitution même de notre pays. En effet, au terme de l'article 19
de notre Constitution, alinéa 2 précisément, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Nous avons voulu par prudence, dès l'entame de ce procès, souligner le concept de délai raisonnable. Monsieur le Président, comme vous le savez, vous qui êtes infiniment cultivé, il existe des thèses et des thèses sur cet unique concept délai raisonnable. Et si vous permettez que je résume ce que la doctrine en dit, si l'institution judiciaire s'autorise à consacrer très peu de temps, soit à des faits complexes, soit à l'application d'un droit puissant, on doit alors lui faire le reproche de nuire à la justice par souci non justifié d'économiser excessivement le temps. Jusque-là, nous avons à témoigner, Monsieur le Président, qu'il n'y a aucun problème parce que la défense a été conviée à présenter librement ses moyens. Mais nous le disons, comme nous l'avons dit, à titre de prudence pour le reste de la procédure, précisément parce que parfois, les droits de la défense ont été frustrés par une conduite accélérée et trop rapide des débats qui amène parfois à éluder des questions complexes que le procès engage. Donc, Monsieur le Président, c'était juste une première demande de garantie procédurale, espérant que pour la suite de ce procès, votre cour daignera nous accorder suffisamment de temps. Cela dit, je disais que nous allions commencer au premier chapitre de notre introduction dans ce procès par vous présenter 2 ou 3 éléments factuels sur lesquels viendra reposer l'argumentation en droit que nous allons développer. Monsieur Grobler évolue dans les affaires depuis très longtemps, notamment dans le secteur agro-industriel, depuis plusieurs années. C'est donc un investisseur. Il a fait preuve d'une grande expérience et c'est à ce titre-là que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à la première moitié de la décennie passée... Excusez, maître. Oui. J'ai l'impression qu'on se trompe un peu de cadre. Nous en étions au préalable. Et les 2 autres parties ont soulevé de préalable. Là, vous exposez les faits. Donc, dois-je comprendre de vous inviter la Cour à examiner les faits? Parce que vous nous dites que la nature du contrat. Donc, si vous voulez que c'est déterminé sur la nature du contrat, il faut qu'on instruise. Vous nous invitez donc à instruire. Alors, il faut choisir ce que vous voulez. Vous êtes dans les préalables ou vous nous exposez les faits. Alors, quand vous nous exposez les faits, vous nous invitez à vous poser des questions sur ces faits. Donc, il y a un cadre théorique à choisir. Alors, vous choisissez lequel? Merci, Monsieur le Président. Si vous le permettez, je vais préciser une chose. Oui. Le moyen sur l'incompétence que nous allons développer est tiré d'une clause compromissoire qu'on devra lire donc, contenue dans le contrat qui est un contrat d'investissement. Oui, que la Cour devra donc c'est à partir de là que nous allons démontrer qu'en fait, il y a lieu de laisser l'arbitre international connaître de cette affaire. Oui, mais je crois que le danger est le suivant, c'est-à-dire que vous invitez indirectement la Cour à connaître de ce contrat. Alors que les autres nous disent, vous n'avez pas à connaître quoi que ce soit, vous êtes incompétent. Je vais laisser... S'il vous plaît. Il faut choisir le cadre théorique de la défense. Alors, vous nous invitez à aller lire ces contrats-là. Alors, si on les lit, c'est qu'on est au fond. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Merci. Je vais permettre donc de développer directement le premier moyen, bien que ce soit son contrat. On s'est bien compris alors. Merci. Honorable Président, honorable membre de la Cour, je crois que nous avons eu besoin, nous aussi, de préciser dans quel cadre nous intervenons. Bien évidemment, lorsque l'on fait allusion à une clause compromissoire, nous parlons à la haute cour. Elle est dans ses méthodes de haute cour, il faut le reconnaître.
c'est pour préciser que cette clause, elle est parce que la compétence, elle est d'attribution. La vôtre, en l'occurrence, parce que la haute cour n'a pas la compétence, sa compétence. Et ici, nous sommes dans un différend dont une clause, bien évidemment, la loi des partis attribue cette compétence. C'est de la compétence que l'on parle. De la même façon que l'on a évoqué les lois internes pour vous situer dans cette compétence, de la même façon, parce qu'il s'agit d'un domaine précis dans lequel cet investissement a eu lieu, il est nécessaire que l'on vous dise qu'il y a eu attribution de la compétence qui est l'une de celle de la haute cour, pas seulement, mais celle de toutes les juridictions nationales du pays. Voilà dans quel cadre il est nécessaire que la nature du différend soit comprise pour que l'on comprenne que la haute cour n'est pas compétente d'en connaître. Je pense que c'est dans ce sens qu'il était nécessaire que l'on se comprenne. Si on a posé le problème du temps raisonnable ici, il y a d'autres faits qui nous poussent à le dire. Parce que notre client, le parquet, a tout fait, soit qu'il ne comparaisse pas, ou alors qu'il soit condamné par contumace en ne lui notifiant pas, entre autres, les différents exploits pour lui permettre de donner sa version des faits. Nous pensions, comme le parquet nous l'a promis, que ce qu'il aurait dû faire, lui, serait fait devant la haute cour. Parce que si nous avons bien compris ici, nous sommes dans un cadre du privilège de juridiction et que nul ne peut être attrait ici par citation directe. C'est de cette façon-là que notre client n'ayant jamais été invité à donner sa version des faits devant le Parlement et le parquet, et que de son propre chef, lorsqu'il a vu l'exploit circuler dans les réseaux sociaux, il a pris son avion de l'Afrique du Sud par respect pour le juge congolais, il est venu se présenter. Et qu'il a même demandé au parquet d'être entendu comme les autres, de sorte que le procès soit équitable. Le parquet a répondu devant ses avocats que la cour étant déjà saisie, l'instruction que le parquet devrait faire se poursuivra devant la cour. Et c'est cette instruction qui permet que la cour se donne la peine de connaître la version des faits de notre client pour que nous nous battions à armes égales. C'est du droit de procédure, honorable président. Mais parce que la cour n'a pas voulu que l'on abonde de cette façon-là, nous passons à fixer le cadre juridique de référence ici. Lorsque nous disons cadre juridique de référence, c'est bien évidemment parce que nous avons comme impression que pour le parquet, c'est du nouveau. Il faut que nous et le parquet, que l'on ait le même entendement de l'instance qui s'ouvre devant cette cour. Il ne s'agit pas, comme on l'a prétendu, avec insistance pour induire votre cour en erreur et humilier la justice du pays, saboter les efforts du chef de l'État en matière d'investissement. Il s'agit ici d'un contrat qui échappe totalement à la nature du contrat que le parquet vous a présenté. Et si nous devons continuer d'examiner la question sans faire ce distinguo-là, c'est que réellement nous sommes partis pour être perdus totalement et que nous aboutirons absolument dans ce que l'on appelle déni de justice. Il est donc bien évidemment, c'est pour cette raison-là que M. Grobler, qui n'a pas eu le temps d'exposer ses faits, vous demande 360 petites minutes pour exposer sa défense sur votre compétence, sur la recevabilité, mais aussi vous faire remarquer qu'il y a un problème de litispendance, qui est un problème de force, de forme, et que vous devriez rencontrer. Je suis déjà satisfait, honorable président, que dans son introduction, le ministère public reconnaisse ce qu'il a semblé ignorer de tout ce temps. La primauté du droit international sur nos lois internes, bien dirais-je, notre législation nationale, y compris la Constitution de la République. Parce que si nous démontrerons que la Cour, vous, la Cour, et vous en savez plus que nous autres, vous êtes le médiateur de la République, le médiateur entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne, et que nous sommes dans cette hypothèse, dans votre rôle, pas du juge d'interprétation de la Constitution, mais du juge de conventionnalité. En effet, ici, lorsque vous avez entendu le ministère public, il a évoqué allègrement la loi sur les marchés publics.
Et qu'est-ce qu'il reproche à Matata, à M. Kitebi et aux autres? Qu'est-ce qu'il reproche à mon client? Il lui reproche d'avoir organisé un montage juridique pour faire perdre de l'argent à l'État en ignorant des procédures prévues par la loi sur la passation des marchés publics. C'est pourquoi il faut noter, à votre bonne convenance, à votre bonne connaissance, qu'il ne s'agit pas ici d'une loi sur les marchés publics. Si nous l'entendons de cette façon-là, je crois que vous devriez lui remettre son papier pour aller le retravailler. Pourquoi? Les éléments vous seront donnés. Les textes auxquels vous allez recourir pour résoudre cette question, c'est ceci. Premièrement, il s'agit de conventions internationales pertinentes et régulièrement ratifiées par la République démocratique du Congo. Plus précisément, la convention CIRDI, convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements. Parce que c'est cette convention en vertu de laquelle M. Grobler est venu ici. Vous appliquerez, honorable président, le traité des traités. La convention de Vienne sur loi des traités. C'est celle-là qui vous permettra... Excusez-moi, maître. Oui, monsieur. Je crains qu'il y ait un malentendu qui s'installe. Nous sommes en matière de préalable quant à l'examen du fond ici. Et nous sommes un juge pénal. C'est clair. Les conventions CIRDI, je ne pense pas qu'elles retirent la compétence pénale à un tribunal. Quelle que soit la matière du reste, et ce débat, on peut le faire, et ici n'est pas le lieu de le faire. La primauté du droit international, c'est très bien, mais ce n'est pas un débat académique. Il s'agit d'une affaire pénale qui se déroule devant un tribunal. Et donc, je crains qu'il y ait un malentendu. Il n'y en aura pas. Parce que, commencer à déterminer la nature du contrat, ou de ce qui s'est passé, c'est aborder le fond. Vous nous invitez donc à vous poser des questions sur le fond. Non. Mais oui, mais puisque vous parlez de contrat que nous n'avons pas encore examiné. C'est effectivement, honorable président. Voilà pourquoi nous aimerions que vous reveniez au cadre qui est tracé, qui me paraît être plus logique. Avez-vous de préalable sur la compétence de la Cour, nous avons des préalables et sa procédure? Alors, si vous voulez nous inviter en droit des investissements, on a le temps de vous suivre, mais ça sera le fond du dossier. Nous avons des préalables, honorable président. Nous parlons de votre compétence. Et nous vous démontrerons ça parce que c'est pourquoi nous avons demandé 360 petites. Alors, il faut choisir une chose ou une autre. Vous voulez quoi? Vous voulez une remise ou vous voulez plaider? Nous ne demandons pas de remise, nous plaidons sur votre compétence et sur la recevabilité. C'est là que nous disons que le parquet, bien évidemment, vous a amené son citoyen sud-africain par erreur. Vous n'êtes pas son juge. Il vous l'a amené par erreur. Nous allons vous démontrer que vous n'êtes pas compétent. Voilà, maintenant on va aller méthodiquement, et je vous l'avais dit à la première audience, c'est devant la plus haute juridiction du pays. Et cette haute juridiction mène sa procédure. Parce que vous ne parlez pas pour vous faire plaisir à vous-même, mais pour convaincre les juges. Ne perdez jamais de vue que vous êtes dans une procédure dialectique de conviction du juge. Alors, si votre plaidoirie tend à l'écarter de ce qu'il doit comprendre, je crois que c'est contre-productif. Alors, prenez 10 minutes et dites-nous quels sont les préalables que vous avez sur la compétence. C'est plus méthodique. Honorable président. S'il vous plaît, il ne faut pas me pousser à vous retirer la parole. C'est-à-dire en considérant que vous n'avez rien à dire en ce qui concerne la compétence et la recevabilité de l'action publique. Alors, si vous voulez un débat sur le droit des investissements, trouvez un juge compétent, pas le juge pénal. Voici pourquoi, honorable président, ça aurait été mieux que la Cour nous accorde le même bénéfice que toutes les parties. Vous avez 10 minutes, allez-y. Parce que lorsque nous aurons fini de dire ce que nous disons, la Cour, bien évidemment, se rendra compte que c'est de la compétence que nous parlons et pas d'autre chose. Mais allez-y, et la méthode... S'il vous plaît, maître. Deuxièmement... Je vous connais intelligent. Vous êtes capable de dire de bonnes choses dans 5 minutes. Ce n'est pas la longueur du temps qui fait la voilà, monsieur le président. Parce que la Cour n'est soumise qu'à la seule autorité de la loi. Voilà. Nous disons ici que du simple fait que ce monsieur soit ici en violation de la même loi, la Cour ne sera pas compétente. Et c'est quoi la loi? Nous vous disons qu'en premier lieu, il y a des conventions internationales régulièrement ratifiées par la RDC. Oui. Article 215. Oui. En deuxième lieu,
Il y a la Constitution de la République, article 19. Nul ne peut être ni soustrait ni distrait de son juge naturel. En troisième lieu, il y a l'article 32 de la même convention. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. En troisième lieu, nous avons le Code des investissements de la République démocratique du Congo. Ce code précise ce qui suit. Article 2b. Il définit la notion elle-même d'investissement, parce que c'est de là qu'il s'agit. Mais article 37, il dit que les litiges pouvant survenir à l'occasion d'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente loi ou de l'arrêté interministériel prévu au titre 2 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un arbitrage selon la procédure prévue aux articles 159 et 174. Ça, c'est le Code des investissements congolais. C'est exact. Il faut donc noter que depuis lors, des aspects importants de ce code seront entachés par la procédure ici amorcée. Pourquoi ils seront entachés? C'est parce que, bien évidemment, lorsque vous lisez à son article 38, on vous cite les catégories d'accords qui doivent être soumises de manière exclusive, je dis bien, aux juges destinés par le code et par la convention des parties et qui doivent échapper à toute autorité du juge national. Entre autres, vous allez lire, on vous définit ces catégories d'accords. C'est premièrement un contrat ou un accord d'investissement. On vous dit qu'il faut qu'il y ait une autorisation d'investissement pour que l'accord signé à cet effet échappe à la législation nationale. C'est dit à l'article 38 du Code des investissements. Nous allons vous lire ce que disent les arrêtés d'agrément à cet effet pour vous montrer qu'il ne sera pas question, pas seulement vous, le plus haut juge du pays, mais plutôt toutes les juridictions nationales, y compris toute la législation nationale en la matière. Et lorsque vous lisez la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements, cette convention prévoit des dispositions d'ordre impératif. D'ordre impératif, pourquoi? Parce que nous sommes en matière de liberté du commerce international et que ce n'est pas à cette cour que je vais rappeler que cette matière est depuis très longtemps placée dans la catégorie de ce que l'article 53 de la Convention de Vienne qualifie de iuris cogentis, la norme impérative, et qu'aucun État n'a le pouvoir de se soustraire. C'est comme ça que vous lirez à cette même article 38 du Code des investissements. On vous dit, si l'investisseur a effectué son investissement par l'intermédiaire d'une société de droit congolais qu'il contrôle, les parties conviennent qu'une telle société, aux fins de la convention sur-dit, est une société de sa nationalité. Une façon de vous dire que le ministère public vous parle de sociétés ici. Il vous parle de quelle société? Des sociétés sud-africaines de M. Grobler, régies par le droit privé, avec un cadre de règlement de différends précis que lui amène devant la cour pour trancher le problème. Ça, c'est du droit congolais qui dit que lorsque l'investisseur a investi son bien, son apport, dans le cadre du Code des investissements, si cet investissement est agréé, il s'agit donc d'une société étrangère. Et la conséquence, vous allez la lire dans des agréments, dans des arrêts d'agrément. Parce que nous n'irons pas très loin pour vous faire comprendre que c'est par erreur qu'on vous a amené un conflit de mauvaise gestion d'une société sud-africaine pour la soumettre à la compétence d'un juge répressif. C'est que d'ailleurs, parce que vous êtes la cour la plus éclairée du pays, en vous connaissant, vous avez laissé des empreintes dans des dictums les plus importants de la Cour internationale de justice et vous avez payé devant des cours les plus importantes, y compris les plus sérieuses de notre ère. Lorsqu'on lit et qu'une disposition est insérée dans une règle de droit, elle ne peut pas être par de vos yeux
il faut donner au mot leur effet utile. Nous vous donnerons tous ces textes et nous avons une petite note que nous vous avons préparée de 120 pages ici. On va vous la déposer, mais c'est pourquoi nous demandons du temps pour exposer nos moyens. Article 6 de l'arrêté interministériel numéro 108 cadre ministre, tout ça, portant projet d'investissement de la société marché international de Kinshasa. La société pour laquelle on vous dit qu'on a détourné ici, une société sud-africaine, une société d'un privé sud-africain qui est agréé au code des investissements et qui, selon la loi, échappe à tout contrôle de l'État national. L'État national, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que la Cour constitutionnelle, c'est l'État national. Vous êtes l'État national. Et nous avons abondamment de jurisprudences qui ont porté sur la République démocratique du Congo pour vous le prouver. Et on amène cette société une ingérence grossière dans les affaires d'un privé. On amène cette société de part devant vous pour vous dire qu'il y a détournement. Quel est ce droit qu'a un parquet d'aller enquêter dans une société d'un individu, d'un privé, pour régir par la comptabilité privée pour y déceler le détournement des deniers publics? Article 6. Conformément aux dispositions du titre 5 du Code des investissements congolais, garantit aux investissements la société marché international de Kinshasa, Marikin SA. Marikin SA. Ainsi admise au bénéfice des avantages du Code des investissements. 2 points. Le droit pour l'investisseur Grobler, ce n'est même pas lui, la société Africom, de recevoir de la part de la République démocratique du Congo un traitement juste et équitable, virgule, conformément au principe du droit international, conformément au principe du droit international, un traitement juste et équitable, conformément au principe du droit international, pas au principe de la Constitution congolaise. La République démocratique du Congo veillera à ce que ce droit ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Ce que nous faisons ici, la République a convenu d'entraver ce droit en droit, parce qu'elle a déjà fait en fait, en envoyant des services publics enquêter dans une société dont elle s'était interdit avant de contrôler dans un texte écrit. Ça s'appelle tout simplement en droit l'estopel. 2. La liberté de transfert à l'étranger liée aux opérations d'investissement. On vient vous dire ici des millions ont été transférés à l'étranger, des millions. C'était prévu à être transféré à l'étranger. Et si vous parlez du détournement, ça sera ça le détournement. Cher maître, je reviens vraiment à vous. J'espère vraiment que nous nous comprenons. Tout ce que vous nous dites là nous demande de vérification des faits. Vous dites qu'il y a eu un contrat d'investissement, mais la Cour n'en est pas encore là. Vous voulez donc qu'on lise ce contrat alors? Alors, je vais appeler votre client pour lui poser des questions sur le contrat. Parce que la Cour n'en sait rien. Je ne sais pas quelle est votre méthodologie, mais là, on ne sait pas de quoi vous parlez au fait. Vous êtes au fond. Non. Nous sommes en train de vous dire que ce contrat renvoie à un juge la compétence serait d'attribution, honorable président. Oui. Parce que le contrat renvoie à un juge. Mais le contrat, on n'a pas encore lu, nous. Montrez-le nous. Alors, comme ça, on vous montre les lois. Nous montrez les lois. Montrez le contrat. Ça dit que nous allons instruire. Monsieur Gobler. Monsieur Gobler à la barre. Non. Mais non. Voilà. Maître, vous ne discutez pas avec la Cour. Gobler. Parce que c'est là que vous nous invitez. Nous, la Cour, nous n'avons pas encore lu le dossier. Vous êtes sur le préalable. Alors, tout d'un coup, vous nous amenez à lire le contrat. On va lui poser des questions sur le contrat. Et nous allons le lire. On change de méthode. Non. Vous n'avez plus le droit à la parole. Monsieur Gobler à la barre. De l'ordre. Sinon, j'évacue la salle. Gobler. Monsieur Gobler devant la barre. Maître, je ne vous accorderai pas la parole. C'est votre méthode, on va aller dans cette méthode. Oui. Non. Vous n'avez pas droit à la parole. C'est M. Gobler. Puisqu'il parle de son contrat, nous devons savoir que nous n'en savons rien. Oui, laquelle? Merci beaucoup pour la parole que vous accordez. Nous voudrions, oui, nous, en tant que Patrice Idébi, rester dans la logique qui nous a caractérisé depuis le commencement. Nous avons soumis à la Cour
des moyens préalables auxquels nous attendons la réponse de la Cour avant tout examen du bord. C'est votre droit, mais le prévenu Gobler, lui, m'amène à chercher d'abord à voir le contrat d'investissement que nous n'avons pas encore lu. Alors, nous devons lire pour savoir si ce contrat nous empêche de le juger. Nous devons lire. Et donc, nous devons instruire. Oui, Maître Oyemba. Parce qu'il y a un problème réel de méthode. Merci de la parole, Monsieur le Président. Nous ne nous prêtons pas justement à la dynamique de rentrer au fond de la question, contrairement à notre démarche. Nous avons dit. Merci beaucoup, Maître Bilal. Merci, Monsieur le Président, de la parole. Votre indulgence, Monsieur le Président. Oui. En fait, nous voudrions préciser à votre auguste cour que nous avons des moyens liés à votre incompétence. Oui. Nous avons 7 moyens. Oui. Et le premier moyen est tiré exactement de la nature juridique du contrat en présence. Oui, nous on va le soulever. Un instant, il faut que monsieur nous parle de ce contrat parce que nous n'en savons rien. C'est ça la question de méthode. Oui, merci, Monsieur le Président. Comment nous allons vous répondre tant qu'on n'a pas instruit sur ce contrat? Votre indulgence, Monsieur le Président. Votre indulgence, Monsieur le Président. En fait, les contrats, c'est une des pièces. Attendez, maître. Non. Voilà les règles de la procédure. Un juge ne peut pas l'opiner sur une pièce qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ou d'instruction. Voilà pourquoi nous sommes obligés de lui poser des questions sur ce contrat pour en connaître le contenu. C'est vous qui nous y invitez. Si vous vous étiez limité à l'incompétence tirée de la Constitution ou de la loi, il n'y aurait aucun problème. Mais si vous voulez la tirer d'un contrat avenu entre la République et vous, nous devons le voir, ce contrat. Nous devons voir. Oui. C'est une question de méthodologie. Oui, Monsieur le Président. Oui. On était en train d'énoncer les exceptions. Ça, c'était le premier. Il y en a 7. 7 moyens. Oui, mais il y a un moyen de faire simple. Vous voyez, à force de faire trop de choses compliquées, ça devient compliqué pour tout le monde. Vous pouvez dire premier moyen, vous parlez des esprits lucides. Oui. Ces esprits peuvent vous comprendre même à demi-mot. Alors, oui, si vous voulez prendre 3 heures pour expliquer des choses que nous comprenons autant que vous, c'est qu'il y a un problème de communication. Quels sont ces moyens? Vous pouvez les lister 1, 2, 3, 4. Oui. Le premier moyen est tiré exactement de la nature juridique du contrat. Oui. Dans ce sens que le ministère public vous parle d'un contrat administratif de marché public, oui, alors que c'est tout autre chose. Oui. Et puis le deuxième moyen est tiré de votre incompétence, Monsieur le Président, oui, à connaître d'un différend relatif aux investissements. Oui. Dans la mesure où, dans la présente affaire, vous ne voyez pas que vous nous invitez à aller analyser l'investissement en question? Non, pas du tout, Monsieur le Président. Parce que vous parlez d'un différent d'investissement, alors que nous sommes en matière d'infraction pénale. Oui. Alors, je ne vois pas le problème de litige d'investissement dans une infraction pénale. Monsieur le Président, c'est là où nous ne comprenons pas. Merci, Monsieur le Président. Je vais en venir. Parce que, en cette matière-là, de la Lex Mercatoria, il y a enlève la compétence pénale à un État. Dématérialisation du fonds. Non, la question théorique est la suivante, cher maître. Pénal, une convention internationale enlève la compétence pénale à un État. Oui, Monsieur le Président. En vertu de quel principe? C'est l'État lui-même que nous voulons vous exposer. En vertu de quel principe? C'est ce que nous voulons savoir. Oui, nous voulons dans la convention entre la parole. En fait, entre quel parti et quel Monsieur le Président, l'État congolais, l'État de l'investisseur. L'État de l'investisseur. L'État congolais. Sommes-nous devant un litige d'investissement? Oui. Ici à la Cour? Oui, Monsieur le Président. On n'est pas devant une infraction pénale. Non. C'est par erreur. C'est par erreur, Monsieur le Président. Laissez-nous exprimer. Non. Nous sommes, parce que Grobler est ici, alors, puisque vous invoquez cette convention, donnez-nous la nous. C'est pourquoi nous exposons, pas vous donner. Non. Vous suivrez notre méthode. Donnez-nous d'abord le contrat avenu entre la République et M. Gobler. Maître, est-ce que vous me suivez? Maître, la convention qui serait avenue entre la République et M. Gobler, pas la société dont vous parlez, M. Gobler. Ici, un individu est poursuivi, ce n'est pas la société qu'il est. Il faut que ce soit... Monsieur le Président, oui, c'est tout à fait bien, oui, que nous avons demandé que la Cour nous donne les mêmes moyens.
Oui. Lorsque nous allons nous exprimer jusqu'à la fin, la Cour jugera de la pertinence. Alors, commencez par la fin vers le début. La Cour jugera de la pertinence de nos moyens. Oui. Monsieur Grobler, s'il est ici, il n'a posé aucun acte dissociable de son apport, de son investissement. Le ministère public précise qu'il est départ devant votre Cour comme actionnaire gérant de la société Africom Commodity, sud-africaine bien évidemment. Ça signifie quoi? Vous voulez qu'on instruise sur cette qualité? Non. Il est très difficile que la Cour identifie sa compétence dans un différend comme celui-là, si au préalable, les faits qui lui sont présentés disent autre chose que ce que le ministère public a déposé ici. Et cher par ailleurs... Cher maître, je crois qu'il y a un malentendu théorique énorme. Nous ne sommes pas en matière de litige d'investissement. Mais parce que nous vous dirons... Tant que vous serez dans cette catégorie conceptuelle, la Cour ne vous comprendra pas. Ici, vous défendez un client qui est poursuivi des faits infractionnels. Oui. Alors, vous voulez nous demander d'aller vérifier sa qualité. Mais alors, vous nous invitez à instruire pour qu'on sache si l'État administrateur gérant, s'il avait une société. Quel est le préalable? Parce que dans ce préalable, nous vous dirons que même en matière pénale, ces faits ayant été non seulement dépénalisés, mais placés en un juge qui ne connaît pas les catégories ou les catégorisations du droit interne pénal et civil, ils deviennent un. Et c'est ça même, parce que nous sommes heureux d'être devant cette cour des savants, parce que nous savons que vous comprendrez cela. Et nous savions que le ministère public, on ne l'attendait pas de vous, bien évidemment, du ministère public, c'est parce que nous vous dirons que même la compétence pénale n'existe pas en cette matière-là. Mais dites-le simplement. Mais vous partez d'où pour le dire? Monsieur le Président. Alors, dites-le tout simplement. Peut-être qu'en voulant faire les savants, je disais, honorable Président, que contrairement à la qualification que donne l'acquisition du contrat à la base de la présente espèce, en l'occurrence celle du marché public, la Cour constatera que ces contrats ayant engendré le présent litige ne sont pas des marchés publics, plutôt des contrats d'investissement, autrement des contrats d'État. En substance, il sera fait pour leur qualification allusion à ce cadre juridique précis que nous venons d'énumérer. Et pour cela, la Cour ne sera pas compétente de connaître de ce différend. Dans ce sens précis qu'en février 2014, lorsque M. Grobler et l'État congolais signent cette convention d'investissement, il pose le principe de la compétence du juge à l'article 15 de cette convention. Le principe de la compétence du juge signifie quoi? C'est effectivement la réalité que les partis n'avaient pas entendu soustraire d'un aspect de ce différend une catégorisation quelconque pour rendre compétente une seule juridiction de la RDC. Lorsque j'ai dit soustraire de ce contrat une catégorisation quelconque, c'est lorsque, par exemple, les partis précisent que tout différend qui surviendrait de l'exécution ou de la compréhension du présent contrat sera déféré à la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Pourquoi, honorable président? La vérité dans cette affaire, c'est que la conditionnalité de l'avenue de cet investissement était celle-là. Parce que, contrairement au contrat de marché public, l'investisseur, on ne l'appelle pas par un appel d'offres. L'investisseur amène un projet d'investissement. Et dans la plupart des cas, les projets d'investissement tels que le prévoit notre code des investissements posent des principes entendus et sous-entendus. Le premier principe de projet d'investissement, c'est la clause de stabilisation. Ça signifie quoi cette clause? Lorsqu'un État a convenu avec un État tiers ou un investisseur de la clause de stabilité, il dit qu'il va geler ses lois jusqu'à la fin de l'investissement. Ça signifie que les lois locales ne s'appliqueront pas à cet investissement jusqu'à sa fin. Ça, c'est la première conséquence. Et c'est dit dans le contrat que la République démocratique du Congo a signé avec M. Grobler. L'État congolais a gelé sa législation nationale pour dire qu'elle ne s'appliquera pas à cet effet.
et qu'en gelant, elle attribue la compétence à un juge précis. Lorsque vous lisez l'article 38 du Code des investissements, il ouvre même un champ en écartant les juges nationaux. Deuxième clause qu'on trouve dans un contrat d'investissement, c'est la clause de nationalité, qui signifie, comme je vous ai dit, que si l'investisseur passe par le truchement d'une société nationale pour investir, cet investissement est considéré comme une société fonctionnant dans son pays d'origine et par conséquent, elle impose aux organes de l'État, à toute structure de l'État confondue, y compris judiciaire. Le professeur Lukombe Ngenda l'a si proprement dit dans son livre sur l'arbitrage. Y compris judiciaire, et le professeur Lukombe précise, y compris constitutionnel. Et pour cela, le Code congolais des investissements attribue cette compétence au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Et on parle même d'une sorte de forum shopping, c'est-à-dire un marché des juges, parce qu'on donne à l'investisseur la possibilité de choisir entre plusieurs juridictions, sauf la juridiction nationale qui n'est pas obligatoire. Parce que le fondement même de la loi sur les investissements, qui est une loi d'application de la Convention de 1965, c'était de dématérialiser le fort, de faire en sorte que, comme le professeur Lukombe le précise, l'État local, qui a des moyens costauds, parmi ces moyens, il y a sa juridiction, il y a son armée, qu'il ne soit pas aussi puissant sur l'investisseur qui est un homme faible. De cette façon-là, l'État congolais s'engage au terme du point J du contrat de s'interdire toute immixtion dans la gestion des sociétés, lesquelles demeurent de la seule compétence et de la seule responsabilité de leurs dirigeants et de leurs organes. Ça signifie quoi, honorable président? Parce que nous parlons de la compétence. Lorsque l'État s'empêche d'intervenir de quelque manière, que ce soit dans la gestion, nous ne sommes pas dans le fond. Il suffit de constater ici qu'on ne peut parler d'un détournement opéré dans une entreprise que parce qu'on est allé y mener une enquête. Et du simple fait que les services de l'État soient partis mener des enquêtes dans une société qui échappe de manière totale au pouvoir de l'État et à ses organes de gestion, dont la Cour constitutionnelle, c'est déjà une émission dans la gestion d'un investissement. Et ça conduit toujours aux condamnations parfois spectaculaires. Parce que le ministère public n'est pas en finance. Lorsqu'on vous parle de la dette publique, monsieur le président, c'est à 90% la dette que nous avons écopée du fait des condamnations dans des affaires similaires. Qui veut que la République démocratique du Congo vienne écoper de ce genre de condamnations? Voilà. Parce que j'ai comme l'impression que vous croyez trop à la parole. Mais veuillez croire plutôt aux arguments. Les arguments n'ont pas besoin de beaucoup de paroles. Deuxième élément de cette caractéristique du contrat, c'est parce que je vous ai cité le professeur Lukombe Ngenda ici. On vous dit qu'il faut reconnaître cependant que les conditions pour écarter une personnalité juridique de ce genre de contrat doivent être précisées par le cadre qui les a engendrés. Et ce cadre qui les a engendrés, ce n'est ni la loi pénale, ni le code pénal, ce n'est ni la Constitution de la République, c'est le code des investissements. Et que la Cour, parce qu'elle est soumise à la seule autorité de la loi, elle ne peut pas se mettre à apprécier un aspect d'un tel différent. Nous avons une jurisprudence importante de la question de la compétence des juridictions britanniques, l'affaire Aroamine, l'affaire Ambachelos. Je crois que cette Cour en sait grand-chose, parce que les constitués des gens qui ont participé à l'élection de tout ça. Dans l'affaire Ambachelos, c'était exactement ce que nous vivons, parce que la Grande-Bretagne avait préféré utiliser son juge pénal pour interférer indirectement dans un différend d'investissement. Et lorsque ce juge a instruit et qu'il a condamné, la Grèce a saisi la Cour internationale de justice qui avait ordonné à la Grande-Bretagne d'annuler son jugement et de déférer le différend au seul juge du contrat des parties, qui était le juge arbitral. Ce n'est pas de fait anodin que l'on vient de poser ce problème. Et ce qui caractérise ce contrat d'investissement, qui est un contrat d'État, c'est des éléments irrésistibles que votre Cour devra absolument intégrer. Premièrement, il s'agit d'un contrat conclu entre un État souverain, l'État comme sujet de droit international, et une entreprise étrangère, ce qui est le cas ici. Secondo,
Il s'agit d'un contrat conclu en dehors de l'ordre juridique national. L'ordre juridique national dans lequel se trouve bien évidemment la Cour constitutionnelle. L'ordre juridique national de l'État au contractant. Cette deuxième caractéristique découle en fait de la première. En revanche, les contrats conclus au sein de l'ordre juridique étatique sont conclus avec l'État au sein du droit interne où administration sont régis par le droit de l'État, dont le droit de la Cour constitutionnelle. Par exemple, celui l'on applique aujourd'hui. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de contrats conclus par l'État comme puissance publique, comme souveraineté, ces contrats échappent pas à la loi pénale, honorable président, honorable membre de la composition, pas à la loi pénale, mais à la législation nationale. Et le fond, en fait, l'objectif visé n'était pas de voir le juge civil, il ne menaçait pas l'investissement. Lorsque le mot investissement est prononcé pour la première fois dans le dictum de la Cour internationale dans l'affaire de l'usine de Chozo, c'était pour viser exactement les menaces que l'État souverain faisait peser sur l'investissement en faisant successivement ou systématiquement recours au juge pénal. C'est vous, le juge pénal, que ces lois ont voulu écarter par un autre juge. Et donc, du simple fait que vous mettrez votre doigt dans cet engrenage, vous aurez violé les règles attributives exclusives de la compétence qui sont des règles de la Convention et qui ressortent des lois du pays. Nous n'évoquons pas autre chose, nous évoquons le code des investissements parce que vous vous êtes soumis à l'autorité de la loi. De la même façon que ceux qui nous ont précédés ont évoqué le code pénal. Ils n'ont pas divagué. Ils ont évoqué une loi de ce pays. Le professeur Lukombe précise en outre que on arrive à une notion de contrat d'État dans le sens restreint de l'expression comme contrat conclu par une personne privée avec un État en tant que sujet de droit international public, et ce genre de contrat est soumis à la compétence exclusive du juge du choix. En l'occurrence, la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. La Haute Cour notera à la bonne foi de l'accusation que ce type de contrat, parce que relevant du droit international, ignore les catégories locales de subdivision juridique, pénale, civile et administrative. Je l'ai appris, moi, pour la première fois dans un cours intitulé « Droit international public » dispensé par un professeur de l'Université de Kinshasa, le professeur Mabungu. Parce que n'étant pas universelles, ces catégories ne sont pas universelles. Imposer à l'investisseur l'autonomie de la loi pénale pour tenter de soustraire l'État dans son ensemble de l'autonomie de la volonté des partis, ce serait une façon d'exposer l'État au boycott de la communauté économique mondiale, ce qui n'est pas préférable à souffrir. En l'espèce, les contrats visés, comme on peut le remarquer, rentrent bien naturellement dans cette catégorie juridique et s'apparentent bien entendu à des véritables contrats d'État dans la mesure où ces contrats ont été signés sous cette forme et en référence aux principes exterritoriaux, pas au principe national. Il s'agit ici d'entendre le renvoi à un droit particulier, le droit transnational. Lorsque l'État, honorable président, décide de sortir de sa compétence souveraine dans laquelle on trouve la loi pénale, il sort une dimension de fait de sa loi pénale pour attribuer à un juge international, ça s'appelle critère de l'engagement international, que c'est moi j'apprends droit à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, critère d'engagement international. Cet élément quitte définitivement de la souveraineté de l'État, il ne peut plus s'en réclamer. Et lorsque l'État ne s'en réclame plus, il ne peut plus utiliser ses propres juges pour prétendre gérer une question qu'il a placée à la disposition du droit international. Ce qui est le cas parce que vous lirez dans tous les arrêtés d'agrément de ce contrat que l'État dit toutes les questions réunies, toutes les questions sans différence, si elles surviennent, elles seront traitées conformément aux principes du droit international. On ne dit pas sauf les questions pénales, c'est toutes les questions. Vu sous un autre angle, on considère que le fait que ce contrat implique la signature de l'État congolais lui-même par ses préposés constitutionnellement habilités, en l'occurrence les ministres. Vous verrez que, Monsieur le Président, c'est l'État qui s'est engagé. Plus de 1000 officiels congolais sont intervenus dans la réalisation de ce projet à haut niveau. Ça signifie que si on déduit, comme le ministère public le dit, que c'était une légèreté, la question a été tranchée par la Cour dans l'affaire Aroamine.
lorsque l'État conclut avec légèreté, il assume. Ça signifie quoi? Il appartient à l'État qui envoie ses représentants négocier à l'étranger ou avec les étrangers de choisir les meilleurs d'entre lui. Lorsqu'on les choisit avec légèreté, on assume les conséquences. C'est dans ce contexte précisément que la Cour, votre Cour, réalisera que la différence entre le contrat auquel on fait allusion ici et le contrat dont l'accusation parle, qui peut donner lieu à des conflits de détournement, elle n'est pas que des perspectives. Premièrement, elle est dans le statut de co-contractant elle-même. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que ce contrat que vous avez dans votre dossier, nous avons eu dans les pièces du procureur, l'État dit clairement dans ce contrat qu'il se place sur les mêmes pieds d'égalité avec Africom Commodity. Pire encore, l'État renonce à l'immunité. Vous pouvez vous en rendre compte. Ça signifie quoi? Lorsqu'on jugera, on condamnera, on va saisir même nos ambassades à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant pour valoriser un État souverain que son immunité? Et que parce qu'il renonce à l'immunité, il renonce à votre compétence comme juge. Parce qu'en renonçant à l'immunité, il devient un État commerçant. Il a soumis cette affaire à un juge extraterritorial. Il soustrait une dimension pénale pour tenter de s'échapper de ses responsabilités. Vous verrez que nous avons donc des jurisprudences similaires qui ont conduit à ce que l'État congolais soit condamné à des millions de dollars américains, Monsieur le Président. Vous avez en 1987, vous connaissez souvent l'affaire Amadou Sadou Diallo. C'est un petit acte d'un commis, pas de votre niveau, parce que vous pouvez faire la diplomatie judiciaire, comme je la qualifie aujourd'hui. C'est un petit acte d'un commis de l'aéroport, qui à la place d'écrire refoulement, il a écrit expulsion. Et que la Cour internationale de justice a retenu contre la RDC l'idée qu'elle voulait effectivement tenter d'échapper à ses engagements avec l'investisseur pour tenter de prétexter la non-venue de l'investisseur sur son territoire. Et nous avons été condamnés. Il faut que le ministère public, chaque fois qu'il tentera ce risque, qu'il passe un peu aux finances, qu'il vérifie combien d'écoles, combien d'universités nous jetons en fumée, parce que nous avons mis de la légèreté dans la manière de traiter des questions qui concernent l'international. L'adresse des partis, deuxième élément. Dans un contrat de marché public, les partis doivent élire impérativement domicile en République démocratique du Congo. C'est ce que dit la loi. L'on constate pourtant ici que lorsque l'État congolais signe avec M. Grobler et Africom, l'État congolais élit domicile en RDC, au ministère de l'Agriculture. Africom élit domicile chez lui en Afrique du Sud. Et les contrats n'ont pas de lieu de signature. Ce sont des contrats virtuels, comme on les appelle en droit, le vrai droit. Et parce que ces contrats sont virtuels, on leur a donné un fort virtuel. Un fort virtuel, ça signifie quoi? Qui n'est pas matérialisé, qui n'est pas territorialisé. Et donc une façon de dire que le juge pénal ne pouvait pas les cueillir. Le ministère public vous a dit qu'il vous a saisi sur Grobler par rapport à la compétence matérielle, pas personnelle. Mais si c'est la compétence matérielle, honorable président, comment on peut parler de la compétence matérielle sans évoquer ce contrat et sans dessiner le lieu de leur signature pour que l'on ait une possibilité d'attribuer la compétence? Et si vous établissez votre compétence aujourd'hui et que demain, l'Afrique du Sud établit aussi sa compétence, et elle ouvre même cette compétence contre vous les juges, pour dire que vous ne pouvez plus arriver ici parce que vous avez violé cette loi. Est-ce qu'on va trouver encore cela normal? Parce que la manière dont nous voulons le faire permet à ce que plutôt l'Afrique du Sud aussi dise de la même façon qu'elle est compétente pour juger s'il s'agira de matières pénales. Le juge compétent lui-même, il n'est pas possible et pas plus que soit imaginable que dans un contrat de marché public tel que tente de le faire croire l'accusation, les partis jouissent d'une telle liberté et dérogent à la loi pour s'imposer un juge de choix, des surcroît étrangers. Les stipulations précises de l'article 15 de la Convention témoignent que les partis n'ont pas imaginé soumettre un aspect quelconque de ce contrat à une loi nationale, en l'occurrence la loi pénale. Parce qu'il est clair là-dessus que si les partis avaient voulu que le juge pénal intervienne, ils le diraient de manière plus ou moins claire que nous voulons ou nous allons soustraire tel aspect. Les critères découlant de l'exposé des motifs de loi.
Les marchés publics sont exécutés selon les stipulations du contrat, dont les mentions essentielles sont fixées par la loi et conformément aux conditions retenues par le cahier des charges. Et pourtant, l'investissement, le contrat d'investissement, il est plutôt agréé par l'ANAPI. On ne peut pas vous dire que les conditions étaient violées, il n'y a pas eu autorisation préalable, il y a agrément et non autorisation de l'autorité des marchés publics. Ce n'est pas le cas ici. Le contrôle des marchés publics, il y a le critère des parties. Dans un marché public, l'État jouit des prérogatives de puissance publique. Quelles sont ces prérogatives? La capacité à rompre unilatéralement, la capacité à modifier unilatéralement, la capacité à sanctionner, y compris pénalement. Et pourtant, ici, l'État a renoncé à cette matière-là. L'objet, lorsque vous lisez l'objet du contrat ici, vous constaterez qu'il n'est pas destiné à la réalisation d'objectifs d'intérêt public comme celui des marchés publics. Il est plutôt destiné à la réalisation des objectifs de développement. Le concept n'est pas du droit pénal, du droit administratif, moins encore du droit pénal congolais. On ne peut pas prétexter aujourd'hui un détournement pour dire qu'il y a ceci. Le critère d'exécution, nous l'avons déjà évoqué ici. Vous verrez que la manière de l'exécution. Parce que le ministère public a évoqué ici un terme. Il a évoqué un terme de responsabilité. Mais la loi sur le code des investissements lui-même décide que lorsqu'il y a un tel conflit qui doit découler essentiellement de mauvaise gestion, pas de détournement, parce qu'il n'y a pas de détournement des deniers publics dans une entreprise privée et là où il y a une comptabilité privée et il y a un conseil d'administration. Mais ici, la loi précise que lorsqu'il y aura problème, voici comment nous allons le régler. D'abord, M. Grobler en face, la République démocratique du Congo, ici, on discute. C'est une condition préalable qui a pour fonction de déterminer l'objet du différend. Je sais que je parle devant une cour qui a enseigné ces choses aux Blancs. Donc, la négociation que l'État a imposée est là pour objectif de déterminer est-ce qu'il y a conflit. Sur quoi porte le conflit? Est-ce que nous ne pouvons pas arranger à l'amiable? Avant, bien évidemment, de saisir le juge d'attribution exclusive de compétences. Le pouvoir de direction. Vous allez comprendre, Monsieur le Président, que dans un contrat de marché public qui confère aux juridictions locales le pouvoir, la direction du contrat public, elle est décidée par l'administration publique. C'est elle qui dirige, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui résilie. Mais le ministère public vous dit, non, non, l'État congolais n'a même pas eu moyen d'aller contrôler. Mais le contrat dit que l'État congolais ne peut pas contrôler. Il ne peut pas accéder à la comptabilité de la société. Maître, voudriez-vous avancer au deuxième moyen? Nous avons compris malgré tout ce développement, c'est d'une clause contractuelle, d'une convention internationale. Voilà. Le deuxième moyen. Le critère découlant du rattachement et de la nationalité. Le deuxième moyen. Bon. Nous comprenons rapidement, malheureusement. Je vais au deuxième moyen, Honorable Président. Je vais donc devoir vous... Parce que vous parlez à une cour qui vous comprend vite. D'accord. Vous devriez être content. Honorable Président, est-ce que M. Gobler peut s'asseoir? Oui, mais parce que vous l'avez invité parce qu'il devra répondre aux questions sur la matérialité de la convention. Parce que jusque-là, la Cour n'a pas encore lu cette convention. Donc c'est lui qui devra nous éclairer. Nous vous avons préparé un document très détaillé ici que nous allons déposer sur les bancs pour permettre à la haute cour, dans ces pratiques de haute cour, parce qu'elle doit connaître préalablement sa compétence, d'autant plus que cette compétence pose des problèmes d'immunité. Il n'est pas possible que la cour avance si elle n'a pas vérifié ces questions, de crainte qu'elle ne vienne violer les principes les plus sacrés qui structurent la conscience collective de l'humanité. De cette façon-là, dans la lecture... Deuxième moyen, maître. Deuxième moyen. Le premier, on l'a déjà compris. Vous allez peut-être transpirer, mais nous, on a déjà compris. D'accord. J'ai demandé si mon client peut s'asseoir pour que je passe la parole à un autre confrère. Monsieur, vous pouvez vous asseoir. Deuxième moyen. Merci de votre avis. On va aller de manière télégraphique parce que j'ai l'impression que vous éprouvez le plaisir à vous entendre parler. Alors que tout ça peut être dit en deux phrases. Oui, en fait, Monsieur le Président, merci de la parole de nouveau. Nous voudrions quand même
avant de passer au deuxième moyen, vous lire une affirmation. Mais puisque vous nous dites qu'il y a un syllabus qu'on va lire, faites-nous l'économie du temps. Oui, merci, monsieur le président. Parce que ça va aboutir à dire que nous sommes incompétents, non? Mais ça, on a déjà compris. Le deuxième moyen, c'est l'irrecevabilité de l'action. Voilà, on a déjà compris. L'irrecevabilité de l'action tirée de défaut de l'instruction préalable. Défaut de l'instruction juridictionnelle préalable. Oui. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous nous sommes demandé comment le ministère public pouvait traduire devant la haute cour notre client, M. Grobler Christo, devant la haute cour à l'audience de séjour. Et nous avons motivé cette réflexion par les arguments du droit. Nous avons pris l'article 15 de la loi congolaise portant procédure pénale. Oui. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, le ministère public instruit à charge et à décharge. Il instruit à charge lorsqu'il est en présence des éléments de preuve. À décharge lorsqu'il n'est pas en présence des éléments de preuve. Mais notre client s'est vu comparaître devant votre discours sans qu'il soit ni entendu devant le ministère public, ni confronté devant le ministère public, ni été interrogé par le ministère public. Cet aspect des choses entraîne l'irrecevabilité. Entraîne l'irrecevabilité d'office de l'enquête du ministère. Très bien. Troisième moyen. Troisième moyen. L'irrecevabilité est liée encore par rapport à la violation de l'article 166 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Concernant le Premier ministre. Concernant le Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui nous tire par la prorogation de compétences. Ça a été déjà dit. L'article 103 de la loi organique qui régisse la Cour des séances. de M. Matata l'ont bien dit. Donc, par rapport à cet aspect des choses, nous disons que la requête du ministère public ne peut pas passer au regard, aux yeux de l'Auguste Cour. L'Auguste Cour, quand elle va se retirer dans le secret de se délibérer, elle va tout simplement dire l'action du ministère public est recevable, mais irrécevable. Irrécevable. Par rapport à l'incompétence, au cas où la Cour des séances s'estime être compétente pour examiner la question portée à sa connaissance, dira néanmoins la requête du ministère public irrécevable. Mais au cas où elle s'estime incompétente, elle va tout juste décliner sa compétence et nous renvoyer devant le juge compétent. Ah, vous voulez qu'on vous renvoie devant un juge compétent? Ok, c'est notre position. Nous avons dit, nous vous remercions, nous nous réservons le droit de réplique. Y a-t-il un autre moyen du côté de Gobler? Oui. Parce qu'on en a retenu 3. Oui, incompétence, irrecevabilité, 2 irrecevabilités. Il y a quelqu'un qui a parlé même de la surséance de l'instruction. Surséance de l'instruction. Oui. Nous notons les moyens. Tiré du principe de l'autonomie de l'arbitrage international et de sa primauté sur les juridictions nationales, y compris pénales. Donc, oui. Comme il vous a été exposé. Maître Chilumba, il a pris 30 minutes pour dire tout ça. Oui. Mais pour aboutir à l'incompétence du fait de la convention d'investissement, du code des investissements et du contrat. Exactement. Donc on a déjà compris. C'est-à-dire qu'au cas où, par défaut, votre haute cour se déclare compétent, nous sollicitons de vous d'ordonner la subséance. Il vous a été fait savoir ici que notre client a saisi la Chambre internationale de commerce et d'industrie de Genève depuis le 5 juillet 2018. Il s'avère que c'est une juridiction à décision contraignante et inappellable comme vous. Il va se poser ici le problème de contradiction de décision. C'est ainsi que, considérant l'autonomie de l'arbitrage international, nous sollicitons que vous puissiez ordonner sur cela la séance pour permettre à ce juge, à cet arbitre international de décider, plaise à la haute cour par ses motifs, de se déclarer incompétent dans la présente cause pour des raisons fondées et de droit ci-après. Incompétence de la haute cour, moyen tiré de la nature juridique du contrat signé entre la société Africom Commodite et l'État congolais,
incompétente de la Cour de connaître du présent différend relatif aux investissements nés de l'exécution d'un contrat transnational d'investissement, en l'occurrence la convention d'actionnaire du 24 mars 2015, laquelle renvoie à la connaissance de tout litige de son exécution et de son interprétation à un arbitrage international. Si par impossible, comme je le disais tout à l'heure, la haute cour se déclare compétente, elle dira néanmoins la présente action du parquet général fait la Cour constitutionnelle irrecevable en vertu des moyens justes de droit ci-après. Irrecevabilité, moyen tiré de l'action de la procédure liée à l'autorisation des poursuites et à la mise en accusation de votre client. Irrecevabilité, moyen tiré de la nature juridique de l'acte géniteur du litige. Irrecevabilité, moyen tiré du défaut de l'instruction pré-juridictionnelle. En tout état de cause, d'ordonner la succès statuée et ou la mise hors cause du plaidant pour éviter la contrariété entre la sentence arbitrale à venir et l'éventualité de décisions sur le fond de la présente cause d'une part. Et ça sera justice. Je pense que je serai peut-être complété par d'autres confrères, mais sinon... Non, maître, vous venez de conclure, la Cour vous remercie. Oui. La parole est tournée à monsieur le procureur général pour répliquer aux arguments qui ont été avancés. Et je les résume, ils sont au nombre de 3, malgré la durée de temps qu'on a passé. Nous croyons avoir toute l'argumentation de l'incompétence et de l'irrecevabilité. Oui. Incompétence d'abord du fait que M. Matata n'est plus Premier ministre en fonction. Ensuite, incompétence pour Grobler du fait qu'il y a une clause d'une convention à la fois internationale et une convention entre parties qui les soustrait de la compétence de toute juridiction, y compris le juge pénal. Et irrecevabilité parce que les procédures prévues pour à la fois la mise en accusation ou l'instruction du Premier ministre n'ont pas été suivies. Voilà les débats sur l'irrecevabilité. Et ensuite, l'une des parties nous a dit c'est irrecevable parce que cette partie n'aurait pas très bien compris en quoi votre citation à comparaître peut déclencher les poursuites. Donc, obscurité du libellé. C'est grosso modo les 3 arguments auxquels vous devrez vous attaquer. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs les juges constitutionnels. On le dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Nous avons été pratiquement insultés à maintes reprises. Si on veut dire quelque chose qui peut convaincre la Cour, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire pour des avocats, des gens qui exercent une profession noble, s'adressant aussi à des membres d'une Cour qui mérite aussi le respect. Je crois qu'ils pouvaient se comporter autrement. Nous n'avons pas voulu verser dans cette dérive-là et nous avons encaissé. Mais maintenant, nous voyons qu'on nous a perdu 4 heures. En tout cas, pas pour grand-chose. Pas pour grand-chose. Si nous commençons par la fin. Cette histoire de contrat, je ne sais pas, lié à un code d'investissement, tout ça. Mais nous avons ici au dossier un contrat signé par M. Grobler et par les membres du gouvernement. Et pour l'exécution d'un marché public, le moment venu, nous allons donner les détails. D'ailleurs, il faut que nous donnions les détails des conditions d'exécution d'un marché public. Cette affaire ne peut être vraiment bien comprise que lorsqu'on a détaillé les conditions légales de signature et d'exécution de marché public. Mais l'autonomie du droit pénal, est-ce qu'elle autorise qu'on vous dise qu'il y a eu des clauses compromissoires et qu'à partir de ce moment-là, les tribunaux en matière pénale ne peuvent plus
statuer. Moi, c'est une chose qui réellement nous étonne. Non. Cette disposition se trouve dans le contrat. Mais c'est dans l'exécution de leur obligation contractuelle. Mais lorsqu'ils ont enfreint la loi pénale, une fois qu'ils ont enfreint la loi pénale, mais c'est l'autonomie du droit pénal et on doit pouvoir les juger. Mais on ne peut pas s'amuser avec un dossier comme celle-ci. Un pays comme le nôtre, qui va débourser plus de 300 millions de dollars. Nous en avons combien pour en débourser autant? Et il faut que les gens viennent s'amuser autour de ça. C'est vraiment s'amuser, ça. On a parlé de problème de compétences. Mais nous sommes ici devant 3 personnes, dont 2 sont bénéficiaires de privilèges de juridiction. Et ces personnes ont commis des infractions au moment où elles étaient en fonction. C'est ça qui détermine la compétence de la Cour, suivant les actes qu'ils ont eus eux-mêmes. Est-ce que c'est à tout moment qu'il y a, nous nous étonnons d'ailleurs dans notre pays du fait qu'en France, vous allez voir un ancien chef d'État comparaître devant un tribunal correctionnel. Est-ce que cela arrive chez nous? Et nous nous plaignons de ça, qu'il faudra qu'on abandonne un peu ce mauvais système de protection des malfaiteurs. On l'a dit et souligné plusieurs fois. Au moment de la commission des faits, cette compétence personnelle est cristallisée. Les infractions ont été commises pendant que Matata était Premier ministre. Pendant que l'autre, même pour quitter, ce n'était pas la peine parce que pour tous les autres prévenus, les 2 autres prévenus, c'est en leur qualité de co-auteur ou de complice que nous les poursuivons. La loi qui prévoit, c'est la Constitution. Tout ce qu'on nous raconte sur les écrits des baobabs et de tout ça, qu'est-ce que ça vient faire par rapport aux termes clairs de la Constitution? Votre incompétence est liée à ça. C'est des personnes bénéficiaires de privilèges de juridiction au moment de la commission des faits. C'est ça. Bon. On a dit quelque part, il fallait alors les déchoir. Oui, on déchoit le président de la République si il est encore en fonction au moment où la décision est rendue, mais quand il n'est plus en fonction. Donc vous voyez, on a dit beaucoup de choses, hein, mais il y a eu une réelle confusion entre la notion de compétence personnelle et la notion d'immunité de poursuite. Oui. Si on vous dit, vous saviez que M. Matata est un Premier ministre, mais vous, pour obtenir l'autorisation de le poursuivre, vous allez présenter sa qualité de sénateur et vous demandez qu'on lève les immunités. Ce n'est que normal. Nous avons un dossier ici, à la Cour, où on a dénoncé un ancien Premier ministre. Nous ne nous sommes pas référés à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour le poursuivre. On l'a entendu, vous l'interpellez. On l'a entendu, il est venu, on l'a interpellé. Nous savons que votre cour a la compétence de juger l'ancien Premier ministre Matata puisqu'il a commis les faits qu'on lui reproche au moment où il était Premier ministre. Mais au moment des poursuites, il est devenu dans l'entretemps sénateur. Comment pouvions-nous le poursuivre à ce moment-là, surtout que c'était pendant la session? C'est ça surtout, parce que c'était pendant la session. Nous ne pouvions pas l'entendre pendant ce temps-là. Nous avons pensé qu'il pouvait être de bonne foi pour venir donner ses déclarations. Il n'est pas venu. Vous êtes au pays, vous savez tout ce qu'il y a eu. Même sur les réseaux sociaux, tout ce qui a été raconté à ce sujet. Monsieur le Président. Mais
l'article 107 de la Constitution dit ceci concernant les immunités. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les faits. C'est ça qui a fait que nous demandions l'autorisation. Mais l'alinéa 3 de cet article 107 dit ceci: en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Mais nous avons attendu alors que la session du Sénat soit clôturée. Et alors, cet article, cet alinéa 3 de l'article 107 nous autorise. On a proscrit que l'arrestation, nous relisons, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat. Ça signifie quoi? En dehors de l'arrestation, tous les autres actes sont autorisés. Et c'est ça que nous avons appliqué. Alors, pourquoi on est en train de faire des cogitations avec des termes injurieux à l'égard du ministère public dès lors que la loi est claire? Il n'y a personne qui a voulu faire allusion à cet article 107 parce qu'ils l'ont su dangereux pour eux. Ils n'ont pas voulu le lire. Mais c'est ça, c'est cet article qui nous a autorisés et c'est régulièrement que nous vous avons saisi. Donc, Monsieur le Président, vraiment, c'est dommage. On a dit tout un tas de choses, mais nous savons que vous êtes des hommes responsables et que par ailleurs, vous avez la connaissance du droit. Nous avons présenté des textes en vertu desquels nous vous avons saisi, des textes qui nous autorisaient à vous saisir pendant la période où les prévenus ne sont pas, où le Parlement n'est pas en session. Nous estimons que c'est pour rien qu'on a pris 4 heures du temps à cogiter sur cette question. Nous vous demandons de vous déclarer compétent pour examiner cette cause et ensuite de recevoir notre requête. Monsieur Matata, en personne à la barre, je n'accorde plus la parole aux conseils qui se sont longtemps ébranlés. Je pose la question aux prévenus eux-mêmes. Il doit prendre le dernier la parole sur ce moyen. Sur cette question de préalable, quel est votre dernier mot? Honorable juge président, honorable juge de la Cour, je dois vous dire en toute sincérité que j'apprécie la qualité et la profondeur des arguments qui ont été développés par les collectifs de mes avocats, étant donné que du point de vue de l'incompétence de votre haute institution, dont le caractère pédagogique et souverain a été évoqué avec beaucoup de maîtrise, notamment par le professeur Nyabirum, mais autant aussi sur l'irrecevabilité de l'ensemble des chefs d'accusation. Cela étant dit, Monsieur le juge président, honorable, je m'allie totalement aux arguments qui ont été avancés par mes avocats. Mais si cela leur convient, ils peuvent peut-être réagir, si votre haute cour le permet, aux explications qui ont été données par le procureur général. Je vous remercie.
Merci, la Cour vous remercie. Monsieur Kitebi. Monsieur Kitebi n'est pas maître Nyeviroum. Non, je voudrais compléter notre client. Non, maître, nous passons la parole d'abord à maître Kitebi. Parce que nous vous avons pris autant de temps pour parler, le ministère public a parlé, la Cour est édifiée. Mettez-vous toujours en tête que vous parlez pour la Cour, pas pour vous-même. Si la Cour vous dit qu'elle est édifiée, elle est édifiée. Vous avez la parole, monsieur Kitebi. Quel est votre dernier mot après toutes ces joutes oratoires? Monsieur le Président, aux arguments sur à la fois l'incompétence, les arguments qui ont été développés, et sur l'irrécevabilité que mes avocats ont avancé. Donc, je me rallie entièrement. Je ne soustrais strictement rien par rapport à ce qui a été. La Cour vous remercie. Merci. Monsieur Gobler. Alors, expliquez à M. Gobler, il soit devant le micro lui aussi. Quel est son dernier mot après tous ces débats sur l'incompétence, la convention d'investissement, la convention Sirdi? Quel est son dernier mot? What is your last word in the convention of Geneva and the investments we have come to do here in our company? So, I came to the DRC. Je suis venu en RDC because I was under the impression and I was hoping that we can negotiate a settlement. Et j'étais venu ici parce que j'avais l'impression qu'on devait négocier pour un certain accord with the government avec le gouvernement in continuing with our investigation after our investments. Pour continuer notre investissement. So that was my first desire. C'est ça mon premier désir pour être ici en RDC. That's why I'm here. C'est pourquoi je suis ici. I'm not a criminal. Je ne suis pas un criminel. I'm an investor. Je suis un investisseur. I take this country close to my heart. Je prends ce pays vraiment dans mon cœur. When I came here 3 or 4 weeks ago, si je suis venu ici 2 ou 3 semaines, il y a 3 semaines, I was told I'm a free man. Je suis venu comme un homme libre. I had my mother's 80th birthday party. You see? My mother, she became 80. Ma mère a 80 ans. So after the last week, I wanted to go to South Africa. Après ces cas, je dois aller en Afrique du Sud. I already booked my ticket back. Je dois réserver mon billet de retour. They arrested me at the airport. On m'a arrêté à l'aéroport. And took my passport. On a pris mon passeport. To this day, I don't have my passport. Et tout ce qui était, je demande si on peut vraiment me redonner le passeport. So I came here. Je suis venu ici. In good faith. En bonne foi. To work with the government. Pour travailler avec le gouvernement. To look after my investments and to restart them. Pour chercher mon investissement et recommencer ça. That was my heart. C'est ça ce qui était dans mon cœur. If the government doesn't want to do that, si le gouvernement ne veut pas que je fasse ça, I will have no choice but to go to Geneva. J'aurai un autre choix d'aller à Genève. C'est ça son dernier mot. This is your last word. Up to now, jusque-là, c'est ça son dernier mot. Très bien. Il sait, ça va. Il sait on dit qu'il se rallie à tout ce que ses avocats ont dit. Ok. C'est-à-dire, il accepte tout ce que ses avocats ont dit pour son compte. Très bien. La Cour clôt donc le débat. La Cour clôt le débat. Prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi qui est de 8 jours. 8 jours, ça tombe exactement comme sur le péché. Maître, on ne prend pas la parole après la Cour. Voilà pourquoi je vous dis, ayez l'habitude de haute cour. Quand la Cour parle, le parti ne parle plus. Maître
veuillez déposer vos notes de plaidoirie dans les 48 heures. Maître, l'audience n'est pas encore levée. L'audience n'est pas encore levée et j'entends du brouhaha dans la salle. C'est des habitudes qu'on ne peut pas voir à ce niveau, justement. La prochaine fois, je demanderai qu'on ne laisse passer que quelques avocats. Parce qu'une cour constitutionnelle ne peut pas être transformée en marché. Il y a une tenue qu'il faut avoir à ce niveau. Et donc, j'attends dans les 48 heures les notes de plaidoirie de tout ce que vous avez dit. Et l'arrêt sera rendu dans les 8 jours, soit exactement le 15 novembre. Voilà. Plus rien n'est en rôle, l'audience est levée. Vous venez de suivre là en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de grands événements, la deuxième audience du procès Bukanga Lonzo. Aujourd'hui, on a écouté les avocats des différentes parties. Il faut dire ici que Matata Pognon a eu ses avocats. Il est poursuivi, cet ancien Premier ministre, pour détournement des deniers publics. Il y a également le deuxième, M. Kitebi Kibolvoul, qui fut à l'époque ministre délégué aux Finances, et aussi M. Grobler, qui a été choisi ou qui était gérant, qui devait gérer le parc agroalimentaire de Bukanga Lonzo à travers sa société Africom. Et donc, les avocats de différentes parties ont pratiquement été unanimes. Aujourd'hui, il s'agissait d'élever les exceptions. Il y en a eu pratiquement les grandes exceptions de l'irrécevabilité de la cause devant la Cour, par la Cour constitutionnelle, et aussi l'incompétence de la Cour constitutionnelle. Donc, les avocats ont jugé que la Cour n'était pas compétente pour connaître cette affaire, juger Matata et ses deux autres prévenus, parce que à l'heure actuelle, Matata n'est plus Premier ministre, il fut sénateur, il est sénateur. En fait, on a levé les immunités pour qu'il soit poursuivi par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Et ils ont également dit que Matata, non seulement il n'est plus Premier ministre, Kitebi Kibolvoul n'est plus ministre délégué, et aussi Monsieur Grobler n'est pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et donc, il va falloir que la Cour se prononce comme étant incompétente, et l'affaire doit être maintenant présentée devant la juridiction ou les juridictions incompétentes. Donc, pour les sénateurs, Matata, ça serait devant la Cour de cassation, et les autres devant d'autres juridictions. Au sujet de l'irrécevabilité de la cause, les raisons évoquées, c'était que les procureurs, le ministère public avaient biaisé pratiquement la procédure dans l'instruction préjuridictionnelle de l'affaire Bukanga Lonzo, et de ces faits, parce qu'il y a eu violation de la procédure pénale. Il va falloir, si la Cour se disait être compétente, elle doit alors dire que l'affaire est irrécevable du fait de la violation de la procédure. Et donc aujourd'hui, la Cour a également refusé que la République puisse avoir des avocats dans cette cause, parce que c'est contre la loi. Et donc les avocats qui se sont présentés au nom de la République ont été demandés de pouvoir se retirer de la barre. Aujourd'hui, deuxième audience. La première a eu lieu le 25 octobre. Et donc, Matata Pognon poursuivi. Pourquoi? Détournement des deniers publics. Il faut dire que l'IGF, l'inspection générale des finances, avait, après inspection inspection de travaux de Bukanga Lonzo, l'IGF avait trouvé qu'il y avait détournement des deniers publics de pratiquement 205 millions de dollars sur le 285
millions dollars américains alloués au projet agroalimentaire, le projet de Bukangalonzo. Ainsi, sur base de ces rapports de l'IGF, le procureur général de la République s'est saisi du dossier pour pouvoir poursuivre monsieur l'ancien premier ministre Matata Ponyo et aussi celui qui fut à l'époque le ministre délégué aux finances et la société, les responsables de la société Grobler, nous apprenons qu'il n'était même pas le responsable, selon ce qu'on entend ici, de la société Africom. Grobler était juste un gérant. Voilà, et aujourd'hui, après les moyens présentés par les différents avocats, les avocats des prévenus, la Cour a pris la cause en délibéré et va devoir se prononcer dans le délai légal, c'est le délai de 8 jours. Et donc, dans 8 jours, nous allons écouter la Cour se prononcer, dire qu'elle est compétente et poursuivre, continuer à instruire le dossier, ou elle se dira qu'elle est incompétente et dans ces cas, le dossier va suivre une autre procédure, une autre voie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été nombreux à suivre la radio-télévision nationale congolaise. Le rendez-vous est pris pour ces dossiers dans 8 jours. Mesdames et messieurs, merci. Nous rendons l'antenne au studio.